plan de carrière, c'est tout un ensemble de lignes qu'il faut suivre. C'est une voie qu'il faut tracer. Déjà, il faut se fixer des objectifs et atteindre les objectifs. Donc, lorsque nous parlons de plan de carrière, c'est un ensemble de, je dirais, étapes qu'il faut suivre dans le fonctionnement de ce que l'on entend faire. Lorsque nous parlons d'une carrière, c'est, je dirais, il y a des carrières à court, à moyen et à long terme. Et lorsque nous sommes dans l'expression carrière, ce n'est pas qu'une fonction, c'est alors tout un ensemble, c'est alors un exercice qui se fait sur une très longue durée. Et si on veut travailler dans la durée, il faudrait bien fonctionner sur un plan spécifique et pouvoir suivre le plan avec une certaine rigueur. Donc lorsque nous parlons de plan de carrière, cela revient à dire que cela, c'est un ensemble d'étapes qu'il faut suivre pour atteindre un objectif final qui est, un satisfecit après le travail qu'on fournit. Cela dépend des objectifs. Il y a dit quelque chose que nous devons sur laquelle j'aimerais bien revenir pour permettre à nos téléspectateurs de mieux nous suivre. C'est un ensemble d'étapes qu'on décide de suivre. Mais avant de suivre, il faudrait qu'on les définisse d'abord. Oui. La définition de ces étapes peut être liée à soi, comme ça peut être un peu comme une clause d'adhésion. Ça peut être déjà quelque chose qui est tracé. Vous prenez le corps de l'enseignement. Les carrières sont préétablies. Vous prenez le corps de la médecine. Les carrières sont établies. Donc, vous ne venez pas de façon extérieure, ni venir bouleverser, mais venir amener votre règle. Ça voudra dire quoi? Vous allez entendre des gens dire dans sa carrière, il a été jusqu'à l'agrégation. Il a été jusqu'à être titulaire avant de se finir. Suivez juste mon regard. Nous avons du plaisir à citer un doyen de notre pays pour dire qu'il est le premier titulaire en droit public au Bénin. C'est que dans sa carrière, avant qu'il n'aille à la retraite, voilà un peu là où il a mis là-bas le trophée qu'il a pu détrôner avant d'aller à la retraite. Donc, mais tout le monde n'aura pas cette ambition. Quelqu'un dira, moi, je veux juste être enseignant de cours primaire. Objectif à court terme. Quelqu'un dira, moi, je veux gravir les échelons jusqu'à être directeur, mais je ne veux pas me contenter d'une simple fonction d'instituteur. Quelqu'un d'autre dira, moi, je vais aller jusqu'à être directeur départemental. L'autre dira, il va être ministre de l'enseignement maternel primaire. Donc, à partir du moment où les motivations, les centres d'intérêt, les objectifs sont spécifiques, si ça s'étale dans le temps, vous êtes dans un objectif d'implémentation à long terme. Mais s'il y a des gens qui vous diront que d'il y a 30 ans qu'ils ont atteint leur objectif, parce que l'ambition au départ n'était pas trop grande, ce n'est pas un défaut, nous allons respecter. On peut associer la carrière à d'autres carrières. Je peux être dans une carrière d'enseignant et simultanément être dans une carrière peut-être de comptable, bien sûr, ou à mes heures perdues. Vous voyez Vous faites bien de le préciser, il faudra du temps. Il faudra du temps, mais cela vient tout de même. Vous voyez des gens qui, je prends le doyen Jérôme Carlos, vous avez vu dans le domaine sportif, il a été champion en saut en hauteur. Dans le domaine de l'histoire, il a été professeur d'histoire. Dans le domaine du journalisme, tout ce qu'on lui attribue comme trophée avec beaucoup de mérite, j'en parle et je le lui reconnais. Vous voyez, donc, mais également dans le domaine, il a fait une carrière internationale, il a fait le Sénégal, il a fait Dakar. Donc vous pouvez avoir engagé, vous mettre sur diverses carrières et tout de même parvenir à atteindre des objectifs à court, moyen et long terme. J'ai pour habitude de dire, c'est l'homme même qui définit, qui façonne sa personnalité. Et quand il dit personnalité, tout ce qui a comme profil, tout ce qui a comme ambition, il va de soi. Je prends un exemple. Vous prenez, paix à son âme, la légende du Vicky. Oui. Il a été directeur général de la loterie. Mais simultanément, on le connaît à titre une légende de la musique dans notre pays et même dans la sous-région. Ça, on a dit quoi? Il s'est défini cet objectif depuis la base. Donc, il n'y a pas un profil type autre que celui que l'on se trace soi-même. C'est vous-même qui définissez vos paramètres. Mais ne cherchons pas loin, je prends mon propre cas. Oui. J'ai fait le domaine des finances. Vous êtes un financier? Oui, par ailleurs. Vous avez laissé ça? Non, je n'ai pas laissé. Ah bon? Ah non. Vous dites que vous êtes coach et puis Pas communicant en entrepreneuriat. La preuve est que je dois faire avant la fin de la semaine des déclarations pour le compte des entreprises, des déclarations fiscales. Donc je suis toujours pratiquant. Mais l'exemple que je voulais donner, c'est dire que je fais carrière dans le domaine des finances, je fais carrière dans le domaine du coaching. J'ai décidé de concilier les deux. Mais pourtant, ça ne me pèse pas pour autant parce que je me le suis défini comme objectif. Dans le même temps, j'ai des confrères, des collègues qui se contentent uniquement du coaching et lorsqu'ils parviennent à me dire mais comment tu fais pour concilier les deux? Ça demande un peu plus d'énergie, mais
c'est le profil que je me suis défini et je m'emploie chaque jour à ne pas faillir dans l'un des deux. Donc, à assurer l'équilibre simultané. Plus ou moins, parce que je dirais d'abord que on est plus épanoui dans un travail qu'on aime faire. Donc, le choix de carrière est très important. Et pour le choix de carrière, je pense qu'il faut d'abord s'évaluer. Il faut d'abord se regarder et regarder le domaine dans lequel on se sent mieux. C'est pour cela que la question devient un peu plus délicate. Il ne faut pas rentrer dans un contexte où nous nous retrouvons avec des personnes qui, la plupart du temps, sautent sur ce qu'ils trouvent parce que, bien évidemment, il faut le reconnaître, le monde du travail est très compliqué. Donc, on s'adapte à tout et on fait tout. C'est vrai qu'il faut se donner des compétences. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont passe-partout, en griffe, qui peuvent faire un certain nombre de choses, qui peuvent s'adapter. Mais au-delà, lorsque nous parlons de carrière, je pense que c'est un choix qui est beaucoup plus judicieux. Donc, pour choisir sa carrière, il faut d'abord s'évaluer. Il faut voir ses compétences, il faut voir le domaine dans lequel on est plus épanoui. Et là, ça permet d'avoir une carrière beaucoup plus assise. Lorsque je travaille par passion, c'est différent que quand je travaille pour gagner simplement de l'argent. Lorsque je viens pour travailler, pour gagner de l'argent, je réponds à mes obligations vis-à-vis de mon employeur et là, j'ai un salaire. Je ne suis pourtant pas aussi passionné que cela. Par contre, vous allez demander à un musicien de venir jouer quelque part, il sera beaucoup plus à l'aise, qu'il ait de la rémunération financière ou pas, il est content. Et puis, il est fier de faire ce travail. Donc, je pense que pour une carrière réussie déjà, il faudrait faire un choix judicieux. Il faut connaître ses compétences. Il faut savoir ses véritables motivations. Et il faut se dire, voici ce que je veux. Et quel que soit alpha, je me sens mieux dans ce domaine. C'est comme si vous invitez quelqu'un qui aime les arts dans un musée pour travailler. Il sera passionné parce qu'en contact des tableaux, il sera très, très content. Très inspiré, oui. Alors, vous appelez un médecin, vous lui demandez de venir faire le même travail, il vous dira, mais non, lui ne trouve pas les veines, il ne trouve pas ce qu'il veut, donc il ne sera pas épanoui. Je pense que pour une carrière réussie, il faut un minimum de passion, un minimum d'amour pour ce métier, et là, on s'y sent mieux. L'épanouissement, donc, est un critère primordial pour le développement, disons, pour la réussite de sa carrière. Donc, je pense que avant de s'engager dans une carrière, il faudrait faire un travail préalable, s'auto-analyser, analyser ses compétences, savoir le domaine dans lequel on excelle, savoir s'adapter aussi et pouvoir évoluer dans le domaine. Ça fait que il faut prévoir aussi, il y a des impondérables dans tout secteur. Lorsque nous travaillons dans un métier quelconque, il y a des impondérables, il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas. Donc, lorsque ces difficultés arrivent, c'est la passion alors qui dicte ce qu'il faut faire. Ce n'est plus ce qu'on a appris de manière théorique, mais ça dépend plutôt de ce que l'on conçoit et de comment l'on veut évoluer dans sa carrière. Les carrières sont bien établies. Vous prenez quelqu'un qui veut être maître, qui est un enseignant à l'université. Il a d'abord le 2A, il a d'abord le doctorat, après il est assistant, il est maître de conférence, titulaire, ainsi de suite. L'agrégation, oui, dans la fonction publique, c'est bien fait, mais dans le privé, et même quand vous êtes dans des entreprises, il y a des entreprises qui établissent le plan de carrière à l'interne. Vous avez des entreprises qui disent, quand tu ne fais pas 2 ans au même poste, il y a de ces entreprises. Vous ne faites pas 2 ans. Quand vous faites 2 ans à un poste et vous êtes performant, on monte, on vous change de poste, mais c'est une promotion, toujours est-il. D'accord. Donc, il y a un plan de carrière que l'entreprise a établi pour amener l'employé d'abord à rendre le meilleur de lui-même, à l'encourager et à lui permettre d'apprendre. Parce que ce n'est pas par son travail qu'on doit tomber dans le désapprentissage. Je donne un autre cas. Vous voyez certaines forces de l'ordre, nos amis, notamment des policiers, qui chantent souvent. Oui, il y en a des policiers qui chantent, qui sont simultanément dans 2 carrières. Je crois qu'on dit une fois qu'ils ont commencé, ils sont dans une carrière d'artiste, musiciens, ils sont dans la carrière de policier. C'est un des exemples que je prends parmi tant d'autres. Dans la carrière de policier, l'ordre est établi. Oui. On connaît les étapes. Les grades, oui. Les grades. Donc, c'est bien un plan de carrière que l'administration a prévu. Bien sûr. Vous ne pouvez pas venir et imposer votre rêve. Vous restez dans le champ idéal établi, mais dans le schéma tracé et vous avancez. Par contre, à l'opposé, dans sa carrière de musicien, il peut définir lui-même son plan de carrière. Je fais juste ça, juste pour m'amuser, juste pour me distraire. Je n'ai pas pour ambition d'en faire une grande chose.
Vous allez voir des gens, ils font juste un morceau, ils s'arrêtent. On dit, mais pourquoi tu ne reviens plus chanter? Il dit, moi j'ai accompli mon rêve. J'ai toujours dit depuis mon enfance que je vais chanter. Et une fois que j'ai chanté, c'est fini. Donc, il y a des cas dans lesquels les profils sont, le plan de carrière est préétabli. Et quand vous vous engagez sur des carrières comme ça, sur des métiers comme ça, vous ne pouvez que suivre ce qui est établi. À l'opposé d'un plan de carrière que vous êtes obligé de vous définir vous-même, notamment dans les professions libérales. Celui qui a sa clinique, il peut dire au départ, il est spécialisé dans l'ophtalmologie. Oui. Après, il fait l'effort, il dit, je vais me spécialiser, je vais également créer un département chirurgie, un département pédiatrie. Ça veut dire qu'il établit d'abord pour lui-même un plan de carrière pour avoir une réputation globale, une compétence un peu transversale. Parce qu'on dira dans sa clinique, il fait. On y voit toutes les spécialités. Oui, ça veut dire quoi? Lorsqu'un employé vient dans son entreprise, il peut se dire, je vais faire 2 ans, session ophtalmologie, et à mes heures perdues, ou bien si mon patron me m'autorise, je peux aller faire parfois quelques temps au niveau de la pédiatrie pour connaître un peu les b.a.-ba. Donc, voilà des éléments qui peuvent motiver un employé ou bien un individu dans son choix. La première, dans la construction du plan de carrière, la première était, c'est d'abord l'identification. Dans quel domaine je vais m'engager? Nous parlerons de l'incompétence inconsciente. Je suis là de façon naïve, de façon innocente dans le monde, j'observe tout. À un moment donné, soit je sens un besoin, une motivation personnelle de m'engager sur un chemin, ou cette motivation peut être provoquée. Ça peut être provoqué parce que j'ai vu mon père faire ça toute sa vie. On dira, celui qui a grandi à côté d'un frigoriste a un peu des tics, a au moins les b.a.-ba, même s'il n'a jamais fait formellement la formation. Et comme il a déjà des prérequis, des prédispositions de base, il se dit, mais comme j'ai vu mon père faire tout ça tout le temps, je donne un exemple, vous prenez, je le dis avec beaucoup de respect, la famille Rotondi. Que c'est la famille réputée dans la forge, parce que depuis des années, les ancêtres ont fait ça, la descendance, si bien que toute la lignée a suivi. Donc, ça peut être une passion naturelle ou une motivation provoquée. Donc, première chose, l'identification où vous êtes dans l'étape de l'incompétence inconsciente, l'état de naïveté, l'état d'innocence. Deuxième étape, lorsque je parviens à identifier mon domaine naturel ou provoqué, bien entendu, je vais aller me faire former. Et c'est là où vous avez la réponse à votre question. Je vais me faire former. La formation, c'est juste ramener à des normes sociales d'acceptation ce que j'ai comme passion ou ce que j'ai comme prédisposition. Un chemin dans lequel je vais m'engager. Je prends un exemple. Ce n'est pas parce que je chante bien à la maison, on me dit, mais tu as une belle voix, que d'office je suis un artiste. Il faut que j'aille faire des cours de musique. Il faut que je sache les sols, les dos, les gammes, ainsi de suite. Donc, la formation permet de vous professionnaliser. Et on dirait que vous êtes à l'étape de l'incompétence consciente. Parce que je sais que je ne sais pas. Alors que dans le premier cas, je ne sais pas que je ne sais pas. Dans le deuxième cas, je sais que je ne sais pas d'où je vais me faire former. Celui qui pense qu'il est dans la suffisance, qu'il a la compétence, parce qu'il joue bien peut-être dans son quartier, on dit, mais dis donc, tu es un Ronaldo, tu joues comme Messi. Lui, rapidement, il tombe dans la compétence inconsciente, il se dit, je sais déjà, on m'apprécie. Mais il faudra qu'il aille en formation pour apprendre, se perfectionner. Donc, l'étape de l'incompétence consciente. Lorsqu'il a la formation, troisième chose, il faut qu'il ait la maîtrise. La formation n'est que l'information. Information. Yes. Dans la formation n'est que l'information. Lorsqu'il a la formation, on dira que vous soyez dans le cursus académique ou universitaire, après le diplôme, allez en stage. Pratique. Lorsque vous êtes mis dans les métiers artisanaux, quand il est venu le moment de prendre votre diplôme, on dit, vous servez le patron pendant 2 ans pour avoir la main. Mais vous n'êtes plus là dans le statut, vous devez peut-être sous-patron ou bien le chef des apprentis. Mais vous n'êtes plus dans le b.a.-ba. Donc vous tombez dans la troisième étape qui est la maîtrise. Ce que nous appelons également la phase de développement de votre carrière, de votre métier. Et là, vous êtes dans la compétence consciente. Parce que vous devez être accroché, vous allez voir dans cette période, on est accroché à ces notions, à ces cours, pour bien faire ce qu'on a appris. Parce qu'on sort fraîchement de l'université. Vous êtes dans une entreprise, celui qui vient fraîchement de l'université, vous allez voir,
Quand il va vous parler, il va citer des théories, il va citer des auteurs, parce qu'il vient franchement de l'université. Donc, la connaissance est fraîche et chaque fois, il a comme repère ses cours. Mais quand il fait ça pendant 5 ans, vous allez voir qu'il va ranger ses cahiers. Il est quatrième étape, il a la main et il est maintenant dans la routine. Ce que nous appelons également l'étape de maintenance. Et là, on parlera de la compétence inconsciente. Tout coule, tout vient. Il n'a pas besoin des cours, il n'a pas besoin de se ressourcer. Bon, il est vrai, dans la vie, il faut toujours apprendre. Mais ce que je veux dire pour mieux faire comprendre de la part des téléspectateurs, c'est que quand vous êtes à la phase de la compétence inconsciente, on voit que vous êtes en griffe un peu un expert. En griffe, vous n'êtes plus à votre début, vous avez fait la formation, vous avez la maîtrise. Donc, on peut mettre sur vous d'autres personnes à former. Donc, vous devenez chef service, vous devenez chef département, ainsi de suite. Donc, ça, c'est... Et vous suivez un peu la pyramide établie et vous grandissez. Donc, quatrième étape, l'étape de maintenance ou l'étape de la compétence inconsciente, où je n'ai plus besoin de faire recours à mes cours. Mais là, c'est peut-être vos propres expériences qui vous guident en réalité. Qui vous guident. Et vous allez voir les gens dire, je suis dans ce métier il y a 15 ans, ne m'apprends rien. Ah, tu es venu après moi. Toi, tu as fait combien d'années? Encore que, suivez mon regard, il ne faut pas confondre l'expérience et la compétence. Parce que la compétence, c'est ce que tu as retenu de ton expérience. L'expérience, c'est le temps que tu as considéré pour travailler. C'est pour ça qu'on parle de 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience. Mais on ne dit jamais 2 ans de compétence, on ne dit jamais 3 ans de compétence. Parce que la durée ne saurait être une base formelle sur laquelle on peut s'établir pour juger de la compétence de quelqu'un. Vous verrez des gens qui ont juste fait 2 ans dans un seul domaine, mais ils sont plus compétents que quelqu'un qui a fait 10 ans. C'est pour ça qu'on dit on finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Il faut être, et pour finir, comme l'être humain, la carrière également finit par mourir. Parce que l'être humain, à un moment donné, se détache, s'épuise, ses facultés le lâchent un tout petit peu, et à partir du moment, on parlera de la retraite ou du désengagement. Allez, on installe Habib Khodonou, gestionnaire des ressources humaines, entrepreneur également par ailleurs, avec bien évidemment la Vox Populi qu'a réalisé Eric Zinkeneou. Alors, comment construire son plan de carrière? Déjà, il faut partir du principe que pour avoir un plan de carrière, il faut avoir une vision pour sa carrière. Il faut savoir la finalité de sa carrière. Avoir un plan de carrière, donc, c'est déjà savoir là où on veut aboutir. Quel est l'objectif qu'on veut atteindre pour sa carrière professionnelle? C'est la première étape, connaître la vision qu'on a pour sa carrière. Ensuite, il faut maintenant séquencer cette vision-là pour y aller step by step. Donc, étape par étape, par échelonnement. C'est-à-dire, par exemple, lorsque j'estime qu'à la fin de ma carrière, je veux être à un niveau de ministre de la République, je dois pouvoir séquencer et dire, OK, dans 5 ans, je veux être à telle étape, dans 10 ans, je veux être à telle étape, dans 15 ans, je veux être à telle étape. Il faut avoir un plan, il faut avoir un objectif. Et pour cela, on peut bel et bien anticiper sur son plan de carrière. Il est évident aujourd'hui pour nous que lorsque un jeune ou une personne entre dans une carrière, il peut construire cette carrière-là en allant bien sûr vers les métiers qui l'intéressent, en allant vers les postes qui l'intéressent et véritablement en se construisant une expertise autour de sa vision qu'il veut atteindre. On peut réviser un plan de carrière, puisque un plan de carrière, c'est un outil agile. Donc, il peut être à tout moment revu en fonction de ce qui arrive sur le terrain. Parce que, comme on le dit souvent, on peut avoir une planification. On peut vouloir atteindre un objectif dans 10 ans, mais ne pas pouvoir l'atteindre parce que tous les agrégats ne sont pas en place pour que vous puissiez l'atteindre. Et moi, je vous donne mon exemple. Il y a quelques années de cela, l'objectif, c'était de devenir expert comptable. Mais dans un premier temps, ça n'a pas marché parce qu'il y avait beaucoup d'autres agrégats. Je suis allé vers d'autres métiers. Et c'est bien après que j'ai eu l'opportunité de pouvoir réaliser ce rêve-là que j'avais. Ne regardons pas tout simplement ce que l'autre est en train de faire parce que c'est beau, c'est génial pour choisir un métier. Mais il faut se fouiller, il faut se connaître, il faut avoir un sentiment pour ce que l'on doit faire. Aujourd'hui, nous voyons des parents qui disent à leurs enfants, « Eh oui, mon garçon, ma fille, c'est ça que tu vas faire. » Je donne un petit exemple. Je connais
un professeur d'université qui n'a que 2 enfants. Le premier est magistrat. Mais le second, après avoir décroché le BPC, dit que lui rentre dans la vie professionnelle, dans la vie active. Non, que lui ne continue plus avec les bancs, avec la craie. Vous savez ce qu'il a choisi de faire? Sculpteur. Il prend les bois, il fait les dessins et autres. C'est ça qu'il a choisi. Son papa a dit, moi en tant que professeur d'université, 2 enfants. Mais ça là, c'est pas un métier noble. On parti, on zatim, on pas, on blo botier, on blo poète. Ça c'est quoi ça? L'enfant dit c'est ça lui va faire. Vous savez que le papa a tout fait. Il a envoyé cet enfant à la brigade. On l'a tabassé. On a tout fait pour qu'il continue les études. Mais l'enfant dit, niet. Mais finalement, il a fui la maison. Et il est parti s'installer chez quelqu'un à Corvée, à côté ici. Mais le papa a passé par la radio un peu partout pour le chercher. Mais quand il est venu, quand il est revenu, le papa se posait la question de savoir parce qu'il est venu avec des connaissances terribles, des blancs, des cadres. Mais ceux-là sont venus avec lui. Et c'est avec cet enfant, ils ont réalisé un projet où il faut sculpter les bois et aller les vendre en Europe. Je te dis, en moins de 2 ans, 3 ans, l'enfant a cassé toute la maison de son papa et en a fait R+2 à Cotonou ici. Au moment où le magistrat n'a même pas pensé construire une case pour son papa. Il est en train de se chercher encore. Certes, il a sa maison. Mais tout ce que son petit frère a fait, il n'est pas arrivé à le faire. C'est parce que l'enfant a un plan pour son métier. Il sait que ça là, quand il va commencer, à un moment donné, il va se faire des connaissances, mais au vu de ces connaissances, est-ce qu'il ne va pas avoir la possibilité d'exporter tout ce qu'il est en train de réaliser? Et finalement, c'est ce qui s'est produit, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui l'a enrichi. On ira peut-être de la plus basse échelle jusqu'à la grande échelle. Nous avons d'abord ce qu'on appelle les évaluations. L'évaluation est d'abord un véritable outil en ce qui concerne la gestion des plans de carrière dans une entreprise. Parce que lorsque vous n'évaluez pas votre personnel, vous ne saurez pas même de savoir comment est-ce qu'il faut faire ou comment est-ce qu'il faut anticiper sur une nomination, sur une promotion ou sur la gestion de sa carrière. En dehors de l'évaluation, vous avez ce qu'on appelle la formation. Et tout cela, c'est d'abord du ressort du directeur des ressources humaines ou du chef
chargé du personnel au sein de votre entreprise ou peut-être de l'assistant RH. Il faut donc alors, en début de chaque année, établir un plan de formation, passer par chaque entité, demander à ce que le personnel puisse donc exprimer son besoin de formation. Quand il finit d'exprimer le besoin de formation, le directeur des ressources humaines ou bien le chargé du personnel voit est-ce que la formation que réellement notre collaborateur voudrait suivre, est-ce que cela est en adéquation avec le poste et le profil, aussi est-ce que c'est en adéquation avec les différents objectifs que nous voudrons atteindre au sein de notre entreprise. Si oui, donc alors on passe à... Sinon, c'est qu'on suit directement le plan de formation qui est retenu par le chef d'entreprise ou bien qui est peut-être retenu par le directeur des ressources humaines. En dehors donc de l'évaluation de la formation, il y a ce qu'on appelle l'implication du personnel, l'implication du collaborateur dans la réussite, dans la performance de votre entreprise. Lorsque vous êtes chef d'entreprise ou directeur des ressources humaines, vous êtes peut-être chef d'entité et vous ne permettez pas que votre employé, votre collaborateur soit impliqué dans la gestion de votre entreprise, soit impliqué dans les prises de décision. Autrement, vous ne pourrez vraiment pas définir un plan de carrière pour ce collaborateur, mais pour votre employé. Et à part ça, maintenant, il y a ce qu'on appelle les différents outils qu'il faut, notamment par exemple le SARI, les logiciels qu'il faut, qui permettent quand même d'accompagner donc l'atteinte de la description, l'élaboration, la mise en œuvre et maintenant le suivi du plan de carrière de votre entreprise. Il faut faire une distinction, bien sûr. Lorsqu'on parle du plan de carrière, il faut distinguer ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières, d'accord, qui est différent de la gestion des emplois et du parcours professionnel. Lorsque vous êtes une multinationale, par exemple Bolloré, Sobibra, SBE, quand vous êtes une multinationale, vous êtes une firme, lorsqu'on parle du plan de carrière, on s'intéresse beaucoup plus à la GPEC qui veut dire la gestion prévisionnelle des emplois et puis des carrières. Parce que là, vous êtes une firme. Vous savez que chez vous, on va compter à partir de 100 jusqu'à 300 personnes, 500 personnes, 1000 personnes, 10 000 employés, 1 million d'employés. Donc, on parlera de la gestion prévisionnelle des emplois et puis des compétences ou des carrières. Mais lorsque vous êtes une PME, une PMI, vous êtes peut-être une SARL, vous êtes une entreprise où on n'a que 20 à 50 personnes, on ne parlera pas de la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières, on parlera plutôt de la gestion des emplois et du parcours professionnel. Pourquoi? Parce que lorsque nous parlons de la gestion des emplois et du parcours professionnel, ça permet réellement aux chefs d'entreprise, aux directeurs des ressources humaines de voir l'adéquation qu'il y a entre la formation et le poste ou l'emploi. D'accord. Il faut voir est-ce qu'il y a une adéquation entre la formation qu'il a reçue et le poste ou l'emploi qu'il est en train d'exercer au sein de votre entreprise. Je suppose que M. X a intégré l'entreprise Y avec un niveau licence par exemple, il a peut-être fait 3 ans, à un poste de caissier ou assistant comptable et que avec l'évolution, vous avez trouvé qu'il est important pour vous de pouvoir un poste innovant, peut-être à un poste de directeur administratif financier ou à un poste de comptable. Et il faut forcément voir d'abord, est-ce qu'au sein de votre entreprise, il n'y a pas quelqu'un qui remplit ce critère, le profil, la compétence qui est définie. Et vous trouvez qu'effectivement, M. X, qui a intégré votre entreprise avec une licence en banque et finance ou en comptabilité ou audit de gestion, il a fait avec vous 4 ans, donc il a quand même accumulé assez d'expérience, son profil a augmenté. Donc du coup, c'est que vous établissez son plan de carrière et vous élaborez le plan de carrière, vous voyez qu'il y a vraiment une adéquation entre sa formation et le poste qu'il va bientôt occuper et vous le nommez donc alors, vous lui faites la promotion à ce poste de comptable ou ce poste d'assistant comptable, ce poste de directeur administratif et financier. Ça, c'est ce qui se passe au sein des PME, au sein des PMI. Donc, on parle de ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des emplois et du parcours professionnel. Mais par contre, lorsque vous êtes dans une SA, une société anonyme, dans une firme, dans une multinationale, on parlera de la gestion prévisionnelle des emplois et puis des carrières. Ça veut dire, depuis que votre employé, votre collaborateur a intégré votre firme, a intégré votre SA, a intégré votre entreprise, votre multinationale, avec peut-être un niveau BTS, qu'est-ce qui a été fait? Là, maintenant, 5 ans, depuis l'entrée, parce que ça c'est le rôle, donc alors forcément du DRH, le rôle de l'assistant RH, le rôle peut-être du chef personnel, du directeur de la formation d'entreprise. Quand il a intégré votre entreprise, peut-être à un poste de conseiller, je suppose un poste de conseiller clientèle ou un poste de conseiller en assurance, avec un bac plus de un BTS. Et vous avez eu son dossier, vous avez examiné, vous avez établi pour lui un plan de carrière déjà, vous savez que dans 5 ans, vous l'imaginez occuper un poste de responsable relations clients, par exemple.
ou dans 5 ans, vous supposez peut-être qu'il pourra occuper un poste d'assistant responsable relations clients, ou dans 5 ans, il pourra peut-être occuper un poste de chargé relations clientèle, qui n'est plus conseiller clientèle. Qu'est-ce que vous faites en tant que DRH, en tant que chargé du personnel, en tant que responsable du personnel? Qu'est-ce que vous faites pour que ce plan de carrière que vous avez élaboré, vous avez établi et que vous voulez mettre en œuvre puisse se concrétiser, se réaliser dans les 5 ans? N'oubliez pas que souvent, quand nous sommes dans les entretiens d'embauche, nous posons parfois certaines questions à ceux qui viennent aux candidats. On leur dit quel est votre projet professionnel, qu'est-ce que vous comptez faire dans 5 ans, dans 6 ans. Et malheureusement, nous rencontrons des candidats qui nous disent que dans 5 ans, je compte créer ma propre entreprise, dans 5 ans, je compte être directeur de ma propre entreprise. Pourquoi malheureusement Malheureusement, il nous a demandé d'être des entrepreneurs, non? Oui, mais malheureusement parce que la vision de celui qui vous recrute, c'est que vous puissiez grandir avec la vision de l'entreprise. Si justement, s'il accompagne cet employé. Alors pourquoi ne pas se taire ou bien pourquoi ne pas esquiver et dire dans 5 ans, je souhaiterais grandir avec vous et occuper pourquoi pas une place de responsabilité au sein de votre entreprise. Que en même temps de décourager en même temps l'employeur pour lui dire, je vais rester chez toi, tu vas me former, me nourrir, m'offrir, bon, c'est pas que tu me nourris, tu vas me former, m'offrir le salaire, m'offrir des promotions, et après 5 ans, accompagner. Moi, je t'offre mes compétences. Et puis tu accompagnes ma carrière peut-être. Oui, mais par contre, il m'offre pas le salaire là. Oui, mais par contre, cela paraît pour l'employeur un investissement improductif, en ce sens qu'après 5 ans, vous imaginez qu'après 5 ans, cet employeur, il vous lâche, il vous quitte et puis il part. Ça, c'est une parenthèse. Je parle donc alors de la gestion prévisionnelle des emplois de compagnie. J'ai pris un exemple de celui qui a un BTS à un poste de conseiller clientèle. Oui. En tant que DRH ou en tant que chargé du personnel ou chef du personnel, je mets en place certaines astuces, des stratégies, des politiques de gestion du personnel qui permettent d'accompagner cet élément-là. 1 an, 2 ans, je l'évalue pour voir aujourd'hui quelles sont ses compétences, son émotivité, est-ce que ça a évolué, sa personnalité, est-ce que ça peut cadrer avec un poste en vue, un poste peut-être de responsable relations clients. 3 ans après, je l'envoie en formation, pourquoi pas. 4 ans après, je le mets peut-être sous un tuteur qui est un responsable au haut niveau. Il va travailler avec son responsable au haut niveau, travailler avec ce tuteur, parce que j'ai mon plan de carrière pour lui qui me dit qu'en 5 ans, je sais que je vais le muter à un poste de responsable relations clients ou à un poste peut-être de chargé relations clients. Donc le plan de carrière que j'ai établi pour lui, ce plan de carrière évolue. Et maintenant, quand il atteint les 4 ans et demi, je lance un avis de recrutement au poste de responsable chargé relations clients ou au poste de chargé relations clientèle. Il va lui-même participer. Ce n'est pas parce que le plan de carrière est établi et que je sais qu'il doit être dans 5 ans responsable relations clients qu'en même temps, après les 5 ans, je l'ai évalué, c'est bon, et je le nomme. Non. Lui aussi, pendant que l'entreprise lance l'avis de recrutement, l'entreprise dit maintenant à ceux qui sont à l'interne, si vous êtes intéressé, nous avons lancé un avis de recrutement, si vous êtes intéressé, vous pouvez postuler. Vous postulez à l'interne pendant que le cabinet externe est en train de faire son travail pour recruter, la bonne recrue, c'est-à-dire pour vous trouver la meilleure compétence à ce poste-là. Oui. Vous aussi, en tant que DRH, en même temps, c'est que vous savez que votre fille, la personne que vous êtes en train de former, d'évaluer pour suivre son plan de carrière, vous voyez, est-ce que la personne que le cabinet de recrutement vous propose, après bien sûr tout ce qu'on appelle processus de recrutement, test hypotechnique, et ça, vous voyez, est-ce que la personne que le cabinet de recrutement vous a proposé, est-ce que cette personne est meilleure que celui que vous avez formé pendant 5 ans et à qui vous avez déjà établi un plan de carrière au sein de votre entreprise? Ça, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne auprès des grandes entreprises, des SA. Voilà. Donc, avant de s'engager dans un métier, avant de vouloir faire carrière dans quelque chose, il faut d'abord s'auto-analyser. Il faut se donner certaines compétences. Il faut voir dans quel domaine on est compétent ou autre. Et puis là, le talent intervient. N'oubliez pas qu'il y a quelques années, c'était les parents qui décidaient pour nous. Oui, en fait. C'est là quelques années, c'était les parents qui décidaient pour nous. Absolument, mais ça aussi, ça a eu des répercussions négatives sur la vie de nombre de personnes. Aujourd'hui, je pense qu'ils laissent un peu libre cours à... oui, ils ont commencé. Nous avons suivi le Vox Populi tout à l'heure où on expliquait que le jeune homme a décidé de faire de la sculpture. Oui. Son père est opposé jusqu'à l'amener à la brigade, etc. Mais il a excellé. Ça fait que aujourd'hui, je pense que les parents laissent un peu libre cours aux enfants pour choisir eux-mêmes leur carrière, ainsi de suite. Maintenant, lorsque la personne est formée et que dans son domaine, elle n'excelle pas, c'est que le choix est mal fait. Le choix est mal fait, c'est tout. Et c'est pour cela que je parlais de formation. Il faut des formations supplémentaires. Il y a des personnes qui se sont retrouvées dans des domaines, qui se sont retrouvées face à des difficultés. Et je dirais,
dans toute carrière, dans toute activité, il y a forcément des challenges. Au quotidien, il y a des challenges. Et vous vous retrouvez face à des situations. Et face à cette situation, ce n'est pas forcément ce que vous avez appris à l'école qui vous permet de vous en sortir. Mais il y a aussi l'intuition. Il y a la disposition qu'on a soi-même à pouvoir se sortir d'affaires. Et là, ça devient un peu plus délicat. Donc, lorsque vous êtes dans une entreprise, vous avez une profession et que, à un moment donné, vous vous rendez compte que vous n'allez pas, ça n'excelle pas, vous ne vous en sortez pas du tout. Ce que vous faites alors, c'est de chercher des formations complémentaires. Cela pourrait aider. Parce que nul n'a la science infuse. Vous avez peut-être une connaissance, mais vous êtes limité. Et tout à l'heure, quelqu'un a dit qu'on ne finit jamais d'apprendre. Et si on se limite à ce qu'on a appris et qu'on veut seulement le résultat, juste pour gagner un salaire, on ne fera rien. C'est pour cela qu'il est indispensable que la personne aussi ait à un niveau personnel des défis à relever, des objectifs à atteindre. Et ce n'est pas parce que vous avez un poste que vous ne vous formez plus. Parce qu'il y a des formations complémentaires. Quelqu'un qui parle couramment anglais et qui sait qu'il est un traducteur, etc., ne manque cependant pas de se faire former ailleurs aussi parce qu'il se dit, il faut que je puisse atteindre un certain objectif, mettre la barre un peu plus haute et ainsi de suite. Donc lorsque vous commencez à travailler par exemple dans une entreprise et que les résultats ne sont pas bons, je vais piocher un peu dans l'intervention de M. Habib tout à l'heure, quand il disait que vous évaluez un collaborateur et que vous vous rendez compte que ses résultats sont négatifs et ses résultats sont en dessous de la moyenne, vous l'interpellez en aparté, vous lui parlez, etc., ainsi de suite. Lorsque vous voyez que ce genre de choses se présentent et que vous parlez à l'employé, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il abdique? Est-ce qu'il dit c'est terminé, je ne suis pas bon? Est-ce qu'il commence à se dire je ne peux plus y aller? Je parlais tout à l'heure d'avoir un mental de résistant. Vous allez forcément recevoir des critiques négatives. Et ça ne fait pas de vous forcément quelqu'un de mauvais. À un moment donné, peut-être que vous n'avez pas pris conscience de ce que vous avez besoin de vous performer un peu plus. Et ce n'est pas parce qu'on vous fait des critiques, ce n'est pas parce qu'on vous fait des reproches que vous êtes systématiquement mauvais. Mais vous pouvez encore vous relever et vous refaire. Et c'est en cela que le coach n'est plus ici. Mais tout à l'heure, il parlait d'une certaine rage. Oui, la rage de vaincre. Et oui, ce n'est pas parce qu'on vous a dit que vous n'êtes pas performant que alors vous lâchez prise. Il faut la rage, il faut l'envie de vaincre, il faut l'envie de se relever. Et en cela, ce qu'il faut faire, c'est des formations complémentaires. Il n'y a pas autre... Parce qu'en dehors des formations, je ne sais pas ce qu'on peut faire. D'autres, on ne peut pas improviser. Oui. Surtout pas.